Bonjour tout le monde. J'ai pas encore découvert comment j'allais commencer ce podcast-là. C'est très étrange. J'ai une technique pour mes vidéos YouTube, mais encore aucune pour ce podcast-là. Donc, ça s'appelle Qu'est-ce que tu dis? Puis, on parle tout simplement de nos lectures entre gens sur les réseaux sociaux, entre amis tout simplement. Donc, aujourd'hui, je vous présente mes panélistes et pour vous les présenter, j'ai décidé d'aller sur leurs réseaux sociaux voir comment eux se présentent. Donc, là, vous ne les voyez pas, vous, mais moi, je les vois, leur réaction, et je trouve ça merveilleux. Alors, on commence avec une nouvelle invitée. C'est la première fois que je l'invite ici sur le podcast. Qu'est-ce que tu dis? Et donc, elle se nomme Jessica sur son Instagram parce que c'est la plateforme où vous pourrez la retrouver. Voici les informations, voici ce qu'elle dit d'elle-même. Donc, caribéenne passionnée, pointe à Pitre, Paris et Montréal. Donc, la voici, la voilà. Bonjour, Jessica. Bonjour Marie-Pierre. J'aimerais ça savoir, est-ce que c'est ton parcours de vie ou c'est où tu te déplaces de temps en temps? En fait, c'est un peu les deux. Mais je suis née à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, j'y ai grandi. Puis ensuite, j'ai fait mes études en France. Ma dernière ville, ça a été Paris. Puis aujourd'hui, je suis à Montréal. Excellent. Bon, ben, je suis très contente de t'accueillir avec nous ce soir. On continue maintenant avec Daphné sur son Instagram et aussi sur son YouTube, c'est-à-dire sensiblement la même chose. Donc, lectrice, planificatrice et créatrice. La voici, la voilà. Bonjour Daphné. Allô, Maps. Très contente que tu sois avec nous ce soir. Très contente d'être là enfin aussi. Oui, parce que la dernière fois, Oui, finalement, là, on n'avait pas ouais. réussi à t'avoir. Non, c'est ça. Et le dernier, sur son Instagram, il n'y avait rien. Donc, je suis allée sur son YouTube à la recherche d'informations. Et sur son YouTube, ça dit, par ici, on parle de livres, de cinéma, de tarot et beaucoup de moi. Donc, voici Sylvain Léventi. Bonjour, je déteste cette twist et je ne sais jamais comment écrire mes bios nulle part. Donc, ben, c'est ça, c'est moi. Très contente que tu sois là. Ah, J'espère que vous avez aimé ma petite introduction. Donc, on a Karine Minier qui est avec nous en virtuel ce soir. Bon, on est toujours en virtuel, mais dans les commentaires au lieu d'être avec nous en live. Donc, elle dit, Salut, je vous ai abandonné ce soir, mais je vous écoute au retour du boulot. Donc, oui, vous allez pouvoir nous écouter en différé, puis on va être sur les plateformes aussi si vous ne voulez pas voir nos visages. Vous pouvez juste entendre notre belle voix sur Spotify et ces trucs-là, Google Chrome, je ne sais pas trop, là, les trucs de podcast. Donc, aujourd'hui, on commence. Et puis, vu qu'on a une nouvelle invitée, j'ai décidé d'y aller avec Jessica en premier. Donc, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce que tu lis, Jessica? De quoi tu vas nous parler? Alors, en ce moment, je lis Le vent en parle encore de Michel Jean. Je cherchais en fait une lecture en rapport avec les pensionnats autochtones, puisque le 30 septembre, c'est la journée de la vérité et de la réconciliation. J'ai beaucoup entendu parler des pensionnats depuis que je vis à Montréal, puisque je vis au Québec seulement depuis 6 ans. Et j'avais envie de lire quelque chose qui soit un petit peu romancé, mais qui en même temps puisse m'apprendre vraiment ce qui s'est passé. Je suis tombée un peu par hasard sur ce roman-là. Je pense que je l'aurai fini demain parce qu'il est vraiment pas très long. Il est très poignant. Je sais pas si vous l'avez lu. Il est vraiment Hmm. poignant, vraiment Maps l'a violent, lu, mais moi non. Toi, Sylvain? euh, non et plus. vraiment enrageant. Mais je suis vraiment très très contente de le lire pour m'instruire, tout simplement. Donc voilà, J'ai, c'est euh, lecture. j- J'aime beaucoup ton choix de lecture. J'ai lu à une époque, une couple d'années, tout ce que Michel Jean avait publié. Et celui-là, je pense que c'est un de ses meilleurs, c'est un de ses plus touchants. Mais là, je vais faire du traficotage, Jessica. Parce que récemment, j'ai lu un livre, puis là, mes amis le savent, parce que j'ai écrit ça à tout le monde, qui se nomme Cheval indien qui est un ouvrage de... L'auteur s'appelle Richard Wagamese. Il est décédé dans les dernières années et il était Anishinaabe. Et dans ce livre-là, il parle des pensionnats autochtones aussi. Et c'est un ouvrage qui
sans le vécu, je te dirais, parce que Michel Jean, ça a quand même été raconté par sa grand-mère et sa famille éloignée, je dirais. Richard, je pense que c'était du vécu. Donc, où je m'en vais avec ça, c'est que si c'est un sujet qui t'intéresse, au mois de décembre, sur la chaîne de Sylvain, on va lire, moi je vais relire, mais on va lire Cheval Indien. OK. Je te lance ça comme ça, puis les gens aussi, si vous avez aimé Le vent en parle encore, Cheval Indien est moins connu, un petit peu plus vieux, mais c'est un sujet similaire, très touchant. Puis il y a une adaptation cinématographique aussi. OK. Merci beaucoup. Je me note ça. Écoute, je ne pouvais pas m'empêcher de parler de mon cheval indien. Là. C'est mon nouvel amour de cette année. Karine qui nous dit justement, « Oh, je ne l'avais pas vu venir, cette recommandation-là. Jamais je ne l'ai imaginé. » Je pense qu'on a tous eu la même réflexion. Jessica s'est mise à parler du vent parle encore. Je me dis, ah tiens donc, Cheval Indien s'en vient. Ça s'en vient, oui. C'est un bon point, hein? C'est vrai, c'est le 30 septembre. Donc, est-ce qu'il y a juste ce livre-là que tu veux lire pour la journée? Est-ce que tu avais comme une mini-pale autochtone en tête? Alors, en fait, j'en ai un deuxième qui s'appelle « Ce qu'ils ont fait ». Parcours de 17 élèves du pensionnat autochtone de Saint-Marc de Figuerie, que j'ai trouvé dans la bibliothèque à mon travail, parce que je travaille dans un cégep. Et donc là, j'imagine que ça va être un peu, si c'est des parcours de 17 élèves, ça va être vraiment du témoignage véridique. Donc, c'est les deux que je m'étais programmé pour le 30 septembre. Ah, ben celui-là, je ne le connais pas, fait que je vais le noter. Je trouve ça intéressant. Est-ce que c'est québécois, canadien? Oui. C'est ça? Oui, c'est québécois, oui. Oh. La maison d'édition, c'est Carte Blanche, que je ne connais pas du tout. Et les auteurs, c'est Bruno Sioui, Marguerite Mowat-Goudreau et Julie Mowat. Et si tu veux, je t'enverrai la référence. Oh, mais excellent. Je vais le mettre aussi en barre d'information pour les gens là, à la suite de notre vidéo, de notre podcast. Mais merci pour cela. Je vais regarder. Toujours à la recherche d'une bonne recommandation d'auteurs et autrices autochtones. On va continuer. Allons-y avec Daphné. Daphné, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Qu'est-ce que tu lis? Bon, là, j'ai eu de la difficulté à choisir. Finalement, j'ai décidé que j'allais vous parler de la deuxième trilogie de Mistborn de Brandon Sanderson. Alors, petite mise en contexte, The Alloy of Law, c'est le premier tome de la deuxième trilogie de cet univers. C'est du fantasy, Brandon Sanderson, et il a tout un univers qui est interconnecté qui s'appelle le Cosmere. Et là, moi, j'ai commencé à le découvrir l'an dernier, je pense, avec la première trilogie Mistborn. Le premier s'appelle The Final Empire. En français, c'est l'Empire ultime. Mistborn, en français, c'est Fils des brumes. Puis, on est dans un monde, dans la première trilogie, on est dans un monde un peu typique là, de la fantasy avec un système de magie. Les gens ont comme des pouvoirs reliés aux métaux. Donc, on les appelle, je ne sais pas c'est quoi le terme en français, mais des Allomancers en anglais. Et dans le fond, selon le métal avec lequel ils ont une affinité, ça leur donne des pouvoirs, comme un pouvoir pousser sur un certain métal pour se déplacer ou pouvoir tirer pour aller vers le métal ou pouvoir entendre les sens, avoir les sens découplés pour mieux entendre, pouvoir influencer les gens. Enfin, il y en a tout plein. Puis dans la première trilogie, on est dans ce monde-là où il y a un empire, un empereur tout-puissant, immortel, qui contrôle tout, qui tient la population, une bonne partie de la population, de tous ceux qui ne sont pas nobles, en esclavage. Et puis évidemment, on a un héros qui va essayer de renverser le tout. Puis là, il y a 3 tomes, fait que je ne peux pas vous dire tout ce qui se passe, mais c'est vraiment une bonne histoire, c'est super prenant. Il y a beaucoup d'action aussi, là. Il est assez connu, Brandon Sanderson, pour faire des romans qui se construisent au début, c'est plus lent, puis à la fin, là, pouf, il donne la totale, puis là, il y a plein d'actions, puis là, ça finit sur une grosse explosion, des affaires comme ça. Puis là, j'ai continué mon exploration de ces écrits. Puis là, je suis rendue dans la deuxième trilogie. Puis on est dans le même monde 300 ou 400 ans plus tard. Donc, les choses ont évolué. Le monde a évolué.
Puis, alors qu'avant, il n'y avait pas la technologie qu'on connaît, nous. Mais là, ils sont en train de la découvrir. Fait que l'électricité fait son arrivée, les trains, la vapeur, puis aussi les armes à feu. Puis là, mais les pouvoirs existent encore. Mais là, il y a aussi les armes à feu qui arrivent. Fait que là, ça peut venir des fois troubler la donne. Puis le personnage qu'on suit dans la deuxième trilogie, en fait, c'est un duo. C'est Waxillium de son nom, puis son acolyte Wayne. Puis c'est un peu une espèce de vibe western. C'est comme un genre de fantasy steampunk western, mettons. OK. dans le premier tome, là, The Alloy of Law, on découvre que, en fait, il y a un groupe qui kidnappe des femmes de la classe sociale, de la noblesse, plus haute, de la noblesse, on peut dire ça comme ça, puis en même temps qui volent des chargements de train, mais ça disparaît. Puis on ne sait pas qu'est-ce qui arrive avec ni le chargement, ni les femmes en question, puis pourquoi, puis tout ça. Donc, Wax et Wayne vont essayer de résoudre le mystère, puis utiliser en même temps leur pouvoir avec les métaux, puis aussi des méthodes un peu plus modernes. Puis là, j'ai fini The Alloy of Law, puis je suis rendue dans le deuxième tome de cette trilogie-là, qui s'appelle, mon Dieu, je ne me rappelle même plus, c'est pas drôle, c'est ma mémoire, c'est terrible. Shadows of Self. Donc, on est dans le deuxième tome de cette histoire-là, puis à date, ça me plaît bien. Je dois dire que je pense que j'aimais mieux quand il n'y avait pas de gun. Mais à part de ça, le reste, je trouve ça bon. OK. Voilà. Moi, je dois t'avouer, Daphné, que je n'ai jamais lu de Brandon Sanderson de ma vie. Est-ce que je suis la seule, Sylvain et Jessica? J'en ai jamais lu non plus. Non. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est il comme est une icône. Oui, puis il est assez connu. Il est connu, entre autres, pour avoir terminé la série là, de La Roue du Temps, vu que l'auteur était décédé, c'est lui qui l'a terminé. Puis récemment aussi, il a parti un gros projet là, avec du financement indépendant pour publier d'autres livres, tout ça. Fait qu'il a quand même fait parler de lui beaucoup dans la dernière année. Mais moi, je pense que vu que je lis quand même pas mal de fantasy, j'en entendais beaucoup parler de Brandon Sanderson, donc je m'étais dit je vais l'essayer. Puis j'ai trouvé aussi un balado là, que je suis en même temps qui s'appelle The Sanderlanche. Puis comme Sanderson et Avalanche, genre Sanderlanche. Et puis c'est 4 amis. Il y en a un qui les a toutes lues, qui est super fan, puis les 3 autres, ils les ont jamais lus, donc ils lisent ensemble, puis ils suivent un certain ordre, puis ils font un podcast à chaque 2-3 chapitres, donc je le fais avec eux, je les suis dans cette lecture-là, puis je trouve ça super intéressant. Ils font des théories, ils essayent de deviner qu'est-ce qui va se passer, tout ça, fait que je trouve que ça rend ma lecture aussi super intéressante, fait que je les suis là-dedans. Mes amis qui ne me connaissent pas. C'est super intéressant. Il y a Julien qui nous dit qu'il possède la première série en audiobook, mais ça dure 25 heures. Ouais. Donc, il n'a pas osé. La première série, elle est plus longue que... Les livres sont plus longs que ceux de la deuxième trilogie là, jusqu'à maintenant. Oui, effectivement. Okay. Mais moi, je trouve que ça vaut la peine. C'était vraiment très, très bon. Puis Karine qui nous dit, moi j'en ai lu quelques-uns, genre le premier de chaque série. Je sais no comment. Écoute, il n'y a pas de mauvaise manière de lire, je crois. Non, exact. Il y en a peut-être des plus efficaces, là, mais pour comprendre l'univers et tout, mais je pense qu'il n'y en a pas de mauvaise. Ouais. Et merci pour ton partage, Daphné. S'il y a des gens qui sont plus fantasy, ça peut donner des bonnes suggestions. C'est quand même une icône Sanderson. Puis, il me semble qu'il y avait eu une petite polémique justement pour son histoire de publication indépendante dernièrement. Là. Ça me rappelait une conversation, je crois, que j'ai eue avec Sylvain. Donc, on va changer de sujet, là. Mais Sylvain, toi, qu'est-ce que tu lis?
Ben, moi, j'ai lu très rapidement, je l'ai terminé aussitôt que je l'ai commencé. Ceci n'est pas un fait divers de Philippe Besson. Donc, je pense que c'est assez nouveau, là, si je ne me trompe pas, c'est sorti cette année. Ça, OK, je vais vous lire les deux premières phrases de la quatrième de couverture. Ils sont frères et sœurs. Quand l'histoire commence, ils ont 19 et 13 ans. Cette histoire tient en quelques mots ceux que la cadette, témoin malgré elle, prononce en tremblant. Papa vient de tuer maman. Et donc, c'est l'histoire de ce drame-là. Ça commence comme ça. Le narrateur reçoit donc l'appel de sa sœur. Son père a tué sa mère et s'est sauvé. Puis, c'est 200 pages, donc c'est très court. C'est 51 chapitres. Alors, c'est des très courts chapitres qui vont vraiment explorer toutes sortes de choses. On va essayer de se souvenir de l'histoire des parents. On va essayer de trouver des indices qui ont pu mener à ça. On va vivre le deuil, on va vivre l'inquiétude, on va vivre la peur, on va vivre vraiment toutes les émotions que ces gens-là vont vivre. Et puis, on va suivre aussi un petit peu du procès. Vraiment, là, on explore toutes les facettes qu'un drame comme ça peut apporter. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que quand on essaie, là, justement, on retrace un peu, le narrateur essaie de retracer l'histoire de ses parents, il essaie de voir des indices qui ont pu mener à ce crime-là, mais à travers ça, c'est aussi les beaux souvenirs qu'il a vécu avec ses parents, c'est aussi les beaux moments qu'il a vécu avec eux, donc les moments importants, les moments qu'on a peur les moments auxquels on ne prête pas nécessairement assez attention quand on les vit, puis on se souvient par la suite que finalement, c'était ça qui faisait que la personne était si chère pour nous. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que j'avais très envie de parler de ce livre-là avec toi, Maps, parce qu'on a tous les deux lu Chanson douce et on a tous les deux été déçus. Et ça, pour moi, c'est ce que je voulais que Chanson douce soit. C'est-à-dire que Chanson douce, c'est pas le même drame, là. Dans Chanson douce, c'était une nounou qui tuait les enfants qu'elle gardait. Mais je m'attendais à ce qu'on explore le deuil, le drame et tout ça. Puis finalement, c'est pas ça pantoute. On revient dans le passé. Aussitôt que c'est arrivé, on revient dans le passé puis on raconte leur histoire avant. Mais là, c'est ça qu'on explore. On explore, c'est ça, le deuil, les souvenirs, la frustration, la violence. Puis aussi, pas la honte, pas nécessairement la honte, mais aussi la culpabilité qui est rattachée à ça parce que, justement, quand on se rend compte qu'il y avait des petits indices, on aurait pu faire quelque chose pour pas que ça arrive. Et puis vraiment, toutes les facettes, là, les journalistes, les policiers, il y a vraiment, tout est vraiment exploré. Évidemment, c'est exploré dans des chapitres très, très courts, mais ça n'a pas besoin d'être long. On comprend l'émotion vraiment rapidement. Puis c'est ça, c'est vraiment, vraiment bien fait. J'ai adoré ce livre-là. C'est excellent. Est-ce que, Jessica, tu l'as lu aussi? Je te voyais... Non, je ne l'ai pas encore lu, mais j'adore Philippe Besson. C'est vraiment un de mes auteurs préférés. J'en parle pas du tout sur Instagram parce que je ne suis pas encore capable de dire ce que ça me fait ressentir, tout ce qu'il écrit là, mais j'ai bien une quinzaine de ses livres que j'ai déjà lus, mais celui-là, je l'ai pas encore lu, mais j'aimerais vraiment beaucoup. Donc, ça me confirme qu'il faut que je le lise, Sylvain. Merci. Jessica, moi, je vais te dire que c'est mon premier Philippe Besson. Donc, je te confirme qu'il y en aura d'autres. C'est pas du tout les mêmes sujets sur lesquels il écrit en général, là, mais sa plume est vraiment magnifique. Ah oui, j'en doute pas. J'ai vraiment été charmé. Mais moi non plus, en fait, je ne l'ai jamais lu. Puis, mais ça m'intrigue vraiment beaucoup. Puis, tu as intrigué aussi Karine. Elle dit, ça me tente bien, j'aime bien l'auteur de façon générale. Merci, Sylvain. Puis là, tu m'as vendu aussi avec le terme procès. J'ai des petites choses comme ça là, qui me font plaisir dans la vie. Pas vivre un procès. C'est tes choses préférées. Oui, c'est ça. J'ai des petits sujets comme ça. Mais là, Jessica, je peux te donner du temps pour y réfléchir. Mais là, vu que tu en as lu beaucoup, là, tu me ferais-tu un petit top 3, genre de comment s'initier? Oui, alors est-ce que je peux tricher avec mon top 3?
Parce que dans Nous, on est des adeptes de la triche d'habitude dans cette bande-ci. En première position, je mettrais, en fait, c'est une espèce de trilogie. Le premier s'appelle Arrête avec tes mensonges, le deuxième, Un certain Paul Darigrand, et le troisième, Dîner à Montréal. Je ne les ai pas lus dans le bon sens. J'ai d'abord lu Dîner à Montréal, puis après, j'ai su qu'en fait, il y en avait deux avant. Et c'est l'histoire, en fait, d'un collégien, on va dire. Je pense que c'est un collégien, parce que ça se passe en France. Donc, un ado qui est homosexuel, qui a absolument aucun problème avec son homosexualité, mais qui découvre quand même la vie et la sexualité. Donc, dans le premier tome, il est adolescent. Dans le deuxième tome, il est étudiant. Puis dans le troisième, c'est déjà vraiment un homme adulte qui travaille. Donc, on le suit dans son cheminement avec un personnage en particulier qui est Paul Darigrand, donc qui arrive dans le deuxième tome, et avec qui il vit une histoire d'amour extraordinaire. Et sauf que Paul n'est pas célibataire. Donc l'histoire se complique un peu, mais en même temps c'est vraiment magnifique en fait comment l'amour est décrit entre deux hommes en plus, parce que c'est vraiment pas un sujet qui est facile, je trouve, en ce moment là, avec toutes les politiques en plus qui sont en train de passer chez nos voisins du Sud. Mais c'est vraiment magnifiquement raconté. Il y a des scènes de sexualité aussi qui sont un peu crues, mais c'est tellement bien rapporté qu'en fait on passe dessus sans être vraiment gêné. Dans le troisième tome, on parle encore je ne vais pas spoiler, il faut vraiment les lire, on parle encore de Paul, mais je pense une vingtaine d'années plus tard peut-être, et c'est vraiment intriguant de les retrouver, de les suivre, et puis de voir que l'amour, c'est pas exactement comme dans les films, mais ça reste quand même très très beau. En deuxième position, je mettrais Un homme accidentel. Philippe Besson écrit beaucoup sur les hommes homosexuels. Un homme accidentel, c'est un policier qui doit enquêter sur un meurtre. Et quand il arrive chez le principal suspect, il en tombe amoureux. Sauf que ce policier est malade. Donc là, c'est l'histoire de cet amour qui arrive par-dessus un amour, ou en tout cas par-dessus une vie qui est déjà construite. Le policier on va dire, qui perd un peu les pédales dans tout ça là, c'est vraiment, vous avez un amour passionnel qui fait perdre complètement la tête. C'est ça, puis c'est très court. Philippe Besson, comme tu disais tout à l'heure, c'est 200 pages, entre 200 et 250 pages, et c'est vraiment des choses qui sont vraiment très très intenses, où quand je referme le livre, je me dis oh mon Dieu, mais c'est déjà fini, je me sens presque orpheline. Et en troisième position, je mettrais Les Passants de Lisbonne. C'est une femme qui a perdu son mari suite à un séisme en Californie, qui s'en va à Lisbonne passer des vacances pour se changer les idées. Puis elle rencontre, dans son hôtel, elle rencontre un jeune homme qui vient s'asseoir au restaurant pour lui parler. Puis il s'engage une discussion entre les deux où chacun raconte sa vie, ses amours, ses peines, ce qu'ils font dans la vie. Il n'y a pas d'histoire d'amour dans celui-là, mais c'est deux parcours de vie qui, au départ, paraissent complètement opposés, mais qui se rejoignent quelque part à Lisbonne. Donc, voilà, c'est mon top 3. Ils sont pratiquement tous très bien. Je ne vais pas dire que je les ai tous aimés, parce qu'il y en a que j'ai trouvé un peu moins bien par rapport à d'autres, mais pour moi, c'est une valeur sûre, Philippe Besson. Quand je ne sais pas quoi lire, quand je suis un peu déprimée, quand j'ai lu des livres qui m'ont fait trop de peine parce que j'aime lire des choses pas très drôles, je vais m'acheter un Philippe Besson pour me remonter un peu le moral. Pas celui-là, je te le garantis. Ils sont pas tous drôles, c'est vrai, mais je sais pas, il y a quelque chose dans la façon dont il raconte ces histoires, il y a quelque chose c'est poignant, c'est percutant, mais c'est pas déprimant. Je sais pas si c'est comme ça que tu l'as ressenti avec celui-là, mais c'est des histoires qui sont très authentiques, c'est tellement proche du réel que peut-être que ça vient chercher quelque chose qui fait que tu n'es pas déprimé à la fin. Ben, en fait, j'ai envie de dire que c'est... Ben, j'ai quand même trouvé ça triste, là. J'ai quand même trouvé ça bien triste, sauf que je comprends ce que tu veux dire, dans le sens qu'il y a de l'attachement, j'ai de l'attachement pour ces personnages-là. Je vis avec eux, j'ai vraiment l'impression d'être avec eux. Donc ce sentiment-là de bien-être avec ces gens-là, ça, je le comprends. Mais
Une lecture Le sujet n'est pas difficile. drôle. C'est un sujet difficile. Je veux aussi dire, ben, je les ai notés, là, donc OK. je les lirai. Excellent. Ben, merci beaucoup, Jessica, pour ce petit topo imprévu. Ça me donne vraiment envie de le découvrir. Puis, en tout cas, Sylvain, si tu veux le mettre dans ton club de lecture en 2024. Je pense bien que ça va se passer, Maps. Je pense bien que ça va se passer. On commence à se connaître, hein? Mais là, c'est parce que ça fait... Moi, j'ai un club de lecture, c'est un livre par mois. Ça commence à s'empiler, là, les livres. Là. Oui. Là, tu as des livres jusqu'en 2028, d'après moi. Ah, au moins, au moins. Oui, je comprends. Il va peut-être falloir juste que je fasse ma grande fille puis que je le lise par moi-même. Quelqu'un qui nous dit « Oui, j'adore, arrête avec tes mensonges. Sylvain, je t'en avais parlé d'ailleurs. » Ben d'ailleurs, c'est ça, c'est entre ce commentaire-là et aussi dans sa vidéo, Karine avait parlé du dîner à Montréal, elle l'avait lu. Et ben c'est ça, c'est là où mon regard a été attiré vers Philippe Besson, puis je suis tombé sur celui-là un peu par hasard. Donc, tout est dans tout. On boucle la boucle. C'est si satisfaisant. Là, moi, je vous disais hors onde que ben, en fait, là, je suis comme en deux lectures. Je lis deux choses, événements qui n'arrivent que très rarement dans ma vie. Et donc, je ne sais pas trop de quoi vous parler. J'ai apporté une multitude d'affaires ici, puis on va voir où le vent nous mènera. Donc, vous avez sûrement entendu parler des rendez-vous du premier roman. Les sélections ont été dévoilées à la fin du mois d'août, puis ça fait, je pense, 4-5 ans que je participe à ce club de lecture-là, principalement parce que j'aime mon club, puis les filles avec qui on échange, tout ça. Les lectures, parfois, il y a des bonnes lectures, mais souvent, il y a plus des flops avec moi. C'est pas tout à fait dans ma talle. Puis là, malheureusement, ça, c'est comme la première partie de ce que je suis en train de lire, parce que je suis en train de lire Hors sol de Philippe Young. Et je regardais les critiques Goodreads parce que j'ai lu genre une page, puis il fait la description de boutures, de plantes. Là, il y a de la terminologie, ma foi, là, assez poussée. Puis là, je me suis dit, ça se passera pas. Là, je comprends absolument rien et le sujet m'interpelle que dalle. Et je suis allée voir sur Goodreads, puis 5 étoiles, c'était une fille qui était elle aussi expatriée et agronome. Mais toutes les autres, c'était comme pas 5 étoiles. Fait que je me suis dit, son public est niché à ce gars-là. Là. C'est très, très petit comme public. Puis encore, en tout cas, ça c'est un. Est-ce que ça s'enligne vers un abandon, là? L'affaire, Daphné, là, c'est que dans la vraie vie, je l'aurais abandonné immédiatement. Mais je me suis dit que la seule exception aux abandons, c'était les rendez-vous du premier roman, parce que je trouve ça plate de discuter d'un livre que j'ai abandonné. Ça m'est déjà arrivé. Puis même si à la fin, là, je sais que je ne l'aurai pas, là, je sais que, tu sais, ça finira pas en 5 étoiles, puis je vais me dire, ah ben, chocolat, j'aurais pas dû l'abandonner, j'ai bien fait. C'est sûr, ça n'arrivera pas. Mais c'est vraiment désagréable lorsque les gens parlent de quelque chose que tu n'as pas lu devant toi. Puis qu'ils sont comme, ah, tu sais, puis il y avait des affaires. Puis même si je ne l'ai pas aimé, je préfère savoir que comme être juste comme dans le cercle. Puis, ouais, c'est ça. Fait que dans une vie parallèle, je l'aurais abandonné. Parce que c'est pas mon sujet de prédilection, mais dans cette vie-là, dans cet univers, je vais le continuer 50 pages à la fois. Tu vois, je me suis mis 2 signets, puis à chaque journée, je vais lire 50 pages. J'entends tout ce que tu penses à propos de ça, Sylvain, je le sais. Mais Moi, je te comprends. J'avais fait les rendez-vous du premier roman en 2019 et c'est difficile parfois. C'est difficile. L'année passée, il y avait eu d'autres lectures avec lesquelles j'avais de la difficulté, mais là, pour contrebalancer ça, je vais vous montrer que je les ai presque toutes, en fait, avec moi. Fait que ça, c'était comme la suite du premier roman. Fait que celui-là, tout le monde en parle de ce temps-ci, hein, ce que je sais de toi, d'Éric Chacour. Je l'ai lu, c'est à lire, mes amis. Je ne sais pas ce que vous attendez. Non, Sylvain, un autre livre pour ton club.
Il est vraiment super bon. Il a une belle plume. Puis moi, je trouve que la force de ce livre-là, c'est vraiment la narration. Elle est originale et différente, je vous dirais. Puis je ne veux pas vous en dire trop, mais au début, c'est au-dessus à la deuxième personne. C'est quelqu'un Ah, d'autre qui nous raconte la vie de Tarek. le Jean-Philippe Berguerra. Oui, mais c'est pas aussi incisif, c'est vraiment Ah, très OK. doux. C'est comme tu le ressens pas tant que c'est un tu. Tu sais, comme dans La femme qui fuit aussi, là, c'était cette perspective-là. Mais si la personne nous raconte Tarek euh, au Caire en 1980, puis tu sais, un parcours de vie assez rapide, de ses études de médecin, puis le fait que comme il a été balancé dans la vie, puis il suive un peu ce que ses parents voulaient qu'il fasse, puis il va tomber amoureux, puis ça va causer un petit problème. Fait que je laisse ça de même, je dis rien de plus. Euh, Sinon, il y a celui-là que j'ai lu aussi, Atlantique Nord de Roman Bladou. Celui-là, je vous dirais, si vous êtes le genre de personne qui aimait les romans atmosphériques, parce que ça goûte le salé, ça sent le bord de la mer, tu as du sable dans les orteils, tu sais. Mais l'histoire est pas, tu sais, comme, l'histoire, c'est pas ça qui transcende, c'est pas les personnages, tu vas pas sortir de là, puis tu vas dire comme, ah, j'ai vraiment comme compris ce personnage-là. C'est un peu comme lorsque tu regardes un paysage. Tu sais, il y a des gens qui sont là plus loin, mais toi, tu vois juste la belle montagne. Fait que ça, c'est ce livre-là. Puis l'autre que j'ai lu, c'est L'Art des Mélèzes de Carole Labarre. Puis celui-là, je vous dirais, c'est un roman déconstruit qui parle de la communauté Innu. Puis je voudrais que si vous avez aimé Cuer Sipan de Naomi Fontaine, vous allez. Naomi, ouais, c'est Naomi Fontaine qui Ah dit ça. oui. Vous allez aimer l'art des mélèzes, mais il y a vraiment, c'est pas linéaire, puis c'est des petits fragments. Donc, si c'est un format qui vous dérange parce que vous avez de la misère à comprendre la linéarité, puis à vous attacher au personnage, comme peut-être que celui-là ne sera pas pour vous. Mais si vous aimez cela, ça le sera. Et là, j'ai vu qu'il y a plein de commentaires de Karine. Les autres, je les ai pas lus. Il me reste Le plein d'ordinaire, sauf quand je suis un aréna, puis La maison de mon père, que je n'ai pas encore. Attends, mais Oui, il t'en manque un, là. il pas manqué un, hein? C'était Il y a 6. Mélasse de fantaisie. Oui, mais l'As de fantaisie, ben, il est en demande. Fait Oui, que il je t'en ne l'ai pas reçu. demande. Mm. Mais lui, tu l'as lu. Avec raison, parce que c'est très bon. C'est ça. Ouais, là, j'ai envie de le lire. Karine, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit euh, je ne lis pas. En fait, je suis au milieu de 4 livres. Je vous épargne ça. Ah. Ça arrive. J'attends d'entendre quelqu'un dire que le chakour n'est pas bon. Ça me donne envie de m'obstiner. Tout le monde est trop enthousiaste. Il ne faut pas chercher les bébêtes où il n'y en a pas. Mais je te dirais que ça peut arriver des gens qui. Tu sais, moi, je ne considère pas que c'était un coup de cœur, mais je comprends vraiment l'engouement autour de ces livres-là. Et je pense que quelqu'un qui dirait l'inverse serait de mauvaise foi. Parce que j'ai quand même une théorie qu'il y a des livres et des auteurs qui sont exceptionnels. Et Oh. l'inverse aussi arrive. Ouais, ouais. Mm. Je crois qu'il y a des livres qui sont quasi unanimes que, tu sais, c'est de la bonne affaire. Et Moi, je suis d'accord. C'est sûr qu'il y en a des livres comme ça Mhm. que tout ce qu'on dit de bien sur eux est tout à fait mérité. tu peux, toi, lire puis avoir l'impression que c'est pas nécessairement le genre de livre que tu aimerais, mais tu Oui, peux voir le bon dans ce livre-là. absolument. Tu peux, toi trouver que c'est pas nécessairement un chef-d'œuvre, mais être d'accord que c'est un bon livre quand même. Tu sais, pas te dire, oh non, c'est vraiment un avis. J'ai-tu Titi, un sujet. Non, ça va? Non, moi, Tout ça va va bien. bien. Je suis OK. d'accord avec toi. Tu sais que je suis d'accord avec toi sur tous les points de vue. Bon, ben, ce podcast-là, finalement, c'est un monologue. Fait que là, ma question, je vois le temps qui passe. Est-ce que vous voulez que je vous parle de mon autre section de lecture ou on fait un petit tour? Bon, non, en fait, on va faire un petit tour sur mon sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je voulais vous parler de la rentrée littéraire.
j'aimerais ça connaître votre relation avec la rentrée littéraire. Puis qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça, c'est est-ce que vous êtes le genre de personne qui vous informez sur des nouveautés qui vont sortir? Est-ce que vous aimez lire les livres publiés récemment? Est-ce que vous êtes influencé par les gens qui parlent de ces lectures-là? Est-ce que voir des gens, plusieurs personnes recevoir des services de presse, parler du même livre, est-ce que ça vous hype? Est-ce que vous êtes excité de ça? Donc, j'aimerais ça vous entendre un petit peu, puis vu que ça fait longtemps que j'ai parlé, on va envoyer la balle à Jessica. Je t'écoute. Alors, j'étais pas du tout fan de la rentrée littéraire parce que j'aime pas trop qu'on me dise ce que je dois lire. Mais j'avoue que je m'y intéresse depuis peut-être 2 ans parce que les maisons d'édition m'envoient des services presse avec les sorties. Puis il y a des choses qui m'intéressent vraiment. Puis je regarde aussi sur Instagram, c'est vrai qu'il y a des fois où il y a des titres qui me tapent dans l'œil, où je me dis ok, celui-là j'aimerais vraiment bien le lire, donc soit si j'ai pas reçu je le demande ou alors je vais me le prendre, mais je me sens pas liée à la rentrée littéraire. Je veux dire, il y a tellement de choses à lire que je comprends que c'est une industrie, je comprends que les auteurs soient des artistes et qu'il faut acheter leurs livres pour qu'ils puissent continuer à écrire et que c'est leur travail, mais j'ai un peu de mal avec le fait de devoir lire vraiment tout ce qui est nouveau et de laisser derrière des choses qui seraient peut-être plus dans mon mood à ce moment-là et qui datent d'un peu plus longtemps. Est-ce que tu regardes les rentrées? Tu sais, vu que toi, tu as quand même habité en France, en Europe, à Paris, Ouais. puis est-ce que tu regardes les 2 rentrées littéraires? Oui, parce que sur mon fil, je vois les 2 passer. Je vois vraiment beaucoup de choses qui partent de là, qui sont en France, puis je vois celles du Québec. J'avoue, je pourrais pas dire que j'ai une préférence pour un des 2, mais par contre, j'essaie vraiment de m'intéresser un peu plus à ce qui se passe au Québec parce que je vis au Québec que ce qui se passe en France. Est-ce qu'il y a un titre sur lequel tu as mis les yeux récemment Oui, c'est un essai. C'est Les Déclinistes de Alain Roy. C'est sorti chez Éco-Société la semaine dernière. Puis ça parle de la théorie du grand remplacement. Alors moi, je lis vraiment sur tout ce qui est racisme, discrimination at large. Donc la théorie du grand remplacement, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est que les Arabes, les méchants musulmans, ils arrivent et puis ils vont prendre la place de tout le monde en Europe et en Occident et puis il n'y aura plus de blancs. Donc c'est des théories qui sont portées par Éric Zemmour, peut-être que vous connaissez, et puis par le super québécois Mathieu Bock-Côté. Et donc là, c'est un livre qui parle de ça et puis qui démonte cette théorie. Je vous ai le soupir. Je seconde le soupir de Daphné. C'est comme plus fort que moi. Ça a sorti tout seul. Puis quand je l'ai vu passer, je me suis dit, ah oui, lui, je vais le lire parce que c'est tellement d'actualité avec tout ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, là, que je me suis dit, ça j'aimerais vraiment, vraiment savoir ce qu'il y a dans ce livre. Donc, je comprends. c'est celui qui a attiré mon attention. Sinon, il y en a un qui va sortir le 26 septembre chez Remi Ménage et qui s'appelle Voix éclair tonnerre. C'est une traduction de Myriam Chancy, je crois. En tout cas, c'est un livre sur le tremblement de terre en Haïti et il est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment. C'est pas drôle, évidemment, mais je disais tout à l'heure, je lis des choses qui sont vraiment pas drôles en général. Mais c'est vraiment un livre magnifique qui raconte le moment du tremblement de terre, puis les jours et les semaines après qui suivent et comment est-ce que les gens ont vécu ça. Puis c'est un roman qui est un roman choral avec des liens entre chaque personnage qui prend la parole. Et c'est vraiment, vraiment super. Donc ça sort bientôt. Et puis, si vous avez envie de lire un truc qui soit par une maison québécoise, mais pas un auteur québécois, ça peut être un bon choix. Eh bien, merci beaucoup. Puis là, j'ai vu Sylvain qui a tremblé à Roman Choral. Puis moi, Roman Choral, ça vient me chercher, nécessairement. C'est ça. Puis moi, je tremble à toutes les fois que tu dis que c'est des sujets pas drôles. Fait que j'aime ça pleurer. Donc, merci beaucoup, Jessica. On va aller avec Daphné. C'est quoi ta relation avec la rentrée littéraire?
Moi, je dirais que ma relation avec la rentrée littéraire est inexistante. Mhm. En fait, je me tiens pas du tout au courant de ce qui se passe, qu'est-ce qui sort et tout. J'apprends ce qui sort sûrement en général parce que vous faites des vidéos sur le sujet. Maps en a fait un sur la rentrée avec deux copines, puis Karine Mini en a fait un aussi, là, Karine de Mon Conjecture en a fait un sur la rentrée littéraire en Europe. Je ne suis pas sûre qu'elle a fait, elle a fait la France, en tout cas, tu nous diras, Karine, dans les commentaires. Mais je regarde ses vidéos, et puis s'il y a des trucs qui ressortent, je les note, mais je suis pas... Sinon, ça se peut aussi que je vais passer des livres plus récents sur d'autres chaînes YouTube plus anglophones ou sur des comptes TikTok aussi. Mais on dirait que je suis un peu comme Jessica. Moi, je suis pas à l'affût de la nouveauté. Ma liste de livres que je souhaite lire un jour fait plus de 400 livres. Fait que je peux pas tous les repousser constamment parce qu'il y a des nouvelles affaires qui sortent. Ça fait que je vais plus selon mon envie du moment avec ce qui est déjà ce que j'avais déjà spoté, mettons. Là. Mais des fois, il y en a, c'est des livres récents que j'ai vu passer quelque part puis qui viennent tout juste d'être publiés. Ça arrive, mais c'est plus un hasard que moi qui va à la recherche de qu'est-ce qui est arrivé de nouveau. C'est pas parfait aussi, parce que Ouais. tu as raison, hein, il y en a des livres qui ont été publiés avant cette année. Fait que... Ouais, exact. Puis, tu sais, ce que j'ai remarqué, ce qui m'arrive souvent, c'est que, disons que j'ai commencé une série, ben là, je me tiens au courant de, y a-t-il un autre tome qui va sortir de cette série-là? Puis là, pour ça, là, je sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient ou qui sort maintenant. Mais sinon, pour le reste, c'est plutôt le hasard et les algorithmes qui me proposent des trucs. Mais j'en ai quand même un de la rentrée littéraire de cette année qui est Copilote de Sophie Lorrain. C'est le troisième tome après En route vers Nowhere et Fausse route avec les deux copines qu'on suit. Là. Donc, j'ai beaucoup aimé les deux premiers tomes. Tu vois, c'est ça, en fait, j'ai fini le deuxième tome, puis là, je me suis rendu compte qu'au mois d'août sortait le troisième tome. Je me suis dit, bon, ben, on va y aller pour ça, c'est sûr, parce que la série me plaît, mais je l'ai un peu découvert par hasard. Puis ça, rectifie-moi si je me trompe, mais c'est une série un peu comme Feel Good. Ouais, quand même. On suit deux jeunes femmes au début de leur vingtaine. Elles sont encore à l'université, aux études. Elles sont de très grandes amies, puis elles vivent ensemble en appartement. Puis dans le premier tome, on suit, je pense que c'est Sarah qui s'appelle la première, puis on la suit. Alors, elle a toujours été comme un peu amoureuse en secret de son meilleur ami garçon, puis là, c'est un peu cette histoire-là qu'on suit. Dans le deuxième tome, on va suivre sa copine. Je suis terrible pour les noms. Avec un C. Son nom commence par un C, mais bon, peu importe. Qui, elle, est célibataire, et puis est toujours un peu à la recherche du grand amour. Puis c'est jamais tout à fait ça qui y arrive. Puis tu sais, c'est ça, son début vingtaine, ils sont aussi dans la recherche de qui elles sont, puis qu'est-ce qu'elles veulent, puis au niveau de leur carrière aussi, tu sais, c'est pas que centré sur les histoires d'amour, puis aussi beaucoup, beaucoup sur leur amitié. Comment on est à cet âge-là, quand on est des grandes amies, puis comment ça évolue au fil du temps quand notre vie change. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé le deuxième tome. Là. J'ai pas encore fait ma vidéo pour en parler là, pour de mes lectures du mois d'août, mais j'ai trouvé que les personnages sont réalistes. On y croit, on croit à leur questionnement, on croit à leur cheminement. Puis j'ai beaucoup aimé la fin du deuxième tome qui allait pas nécessairement dans le sens un peu cliché typique là, fait que j'ai trouvé ça super rafraîchissant. Puis j'ai bien hâte de continuer de suivre les filles. En fait, dans le troisième tome, on les suit. Ben, je ne l'ai pas encore lu, mais on les suit alors qu'elles vont en voyage ensemble à Barcelone. Donc, moi, ça comprend beaucoup de choses que j'aime. Là. Deux amies de filles qui trippent ensemble, les voyages. Fait que d'après moi, ça devrait être une bonne lecture, mais je vous en reparlerai. Parfait. On a hâte d'avoir des nouvelles de cette lecture. Puis Karine t'a répondu qu'elle avait
probablement parlé juste des éditeurs français. Elle avait écrit européen pour pas se faire attaquer si l'un n'était pas français. D'accord. Puis elle s'informe, elle a un super tableau Excel. Est-ce qu'elle les lit? Ça, c'est une autre histoire. Puis elle n'est pas vraiment super bonne non plus, elle, pour retenir les noms. Elle rit toute seule dans sa tête. En fait, non, elle rit fort et ses parents pensent qu'elle est cinglée. Bon, elle passe une excellente soirée. Mais merci d'être avec nous. On apprécie ce petit divertissement. Absolument. Puis Sylvain, toi. Ben moi, je n'y avais jamais prêté attention avant de devenir libraire. Quand je suis devenu libraire, ben là, quand c'est ta job de sortir, de vider des cartons de livres, tu les vois passer, puis tu le comprends. Puis, c'est ça. Quand je suis devenu libraire, là, j'ai comme commencé à comprendre le concept. Et ce qui arrive, c'est que la rentrée, oui, j'y suis attaché dans le sens que c'est souvent à la rentrée que je vois... Il y a des bons livres à l'année, là. Il y a des nouvelles sorties à l'année, mais le type de livre québécois que j'aime lire, ça sort beaucoup à la rentrée littéraire, là. OK. Donc, c'est ça. Je m'y retrouve beaucoup, beaucoup là. Et ben c'est ça, là. Je pense que c'était ça ma réponse à ta question. Mais là, moi, je veux que tu me demandes là, si j'ai des vues sur des livres. Avant, j'ai retrouvé le nom pendant que tu parlais. Finalement, j'étais dans les patates avec mon C. Elle s'appelle Marjorie, le personnage de Fausse Route qu'on suit. Alors, vas-y, tu peux poursuivre. J'ai rectifié. Parfait. Ben, je vais faire semblant que Max m'a posé la question. Moi, j'ai acheté 3 livres québécois de la rentrée que j'ai bien hâte de lire. La blague du siècle de Jean-Christophe Riel. En fait, j'attendais impatiemment qu'il sorte quelque chose depuis ce qu'on respire sur Tatooine. Et j'avais bien hâte. Et là, il s'éloigne de lui, si j'ai bien compris. C'est un roman fictif. Ben, quoi que ce qu'on respire sur Tatooine, c'était un roman, mais on sentait le narrateur très proche de l'auteur, là, alors qu'ici, on est ailleurs. C'est un petit gars qui travaille chez Tim Hortons puis il veut devenir humoriste. Puis c'est ça. C'est à peu près tout ce que je sais là-dessus. J'ai le livre Capillaire. Et ça, ben, il y a le nom de Fanny Demeur sur la couverture, alors je l'ai acheté et je vais le lire. C'est la presse de Max. Oui, ben, tu l'as déjà lu, toi, et j'étais pas certain si c'était des nouvelles ou des essais. Qu'est-ce que c'est? C'est des essais. C'est des essais sur le cheveu, n'est-ce pas? Sur le cheveu. Et c'est de l'autrice de Rouclair Naturel, donc justement, j'ai très hâte de lire Attends, bouge pas. Oui, vas-y. Je t'arrête parce que je m'en allais là, moi aussi. Fait que je vais utiliser ce petit moment pour parler de capillaire. Oui. Parce que c'est ça, la rentrée littéraire. Ouais, c'est ça. Je vais revenir avec ton troisième. T'en as un troisième après, c'est ça? OK. Je vais insérer ma réponse ici parce que moi aussi, ma relation avec la rentrée littéraire a évolué. Je vous avouerai que ça me fait ni chaud ni froid habituellement ce qui sort comme nouveauté. Puis au fur et à mesure, je vois sur les réseaux des titres qui pourraient m'interpeller. Puis c'est un peu comme ça que des titres rentrent dans ma vie et dans mon cœur. Et depuis quelques années, c'est ça, on a fait des vidéos collaboratives et on avait commencé cette vidéo de la rentrée littéraire. Fait que forcément, il fallait que je regarde un petit peu, mais je vous avouerai que je regardais un peu les noms des auteurs que je connaissais, puis je lisais pas vraiment là, de quoi ça allait parler, parce que je voulais me laisser surprendre. Puis cette année, j'ai fait un petit peu plus d'efforts quand même, sauf que celui-là, j'ai pas eu besoin d'en faire vraiment parce que j'ai vu le nom de Fanny Demeul, puis j'ai eu une mini crise cardiaque immédiate. On l'aime. Tout de suite, tu étais déjà vendu. J'étais vraiment vendue. Puis, c'est une maison d'édition avec laquelle j'avais jamais fait affaire, le groupe Nota Bene, que je connaissais pas. Puis, je suis très contente parce que je l'ai lu aussitôt que je l'ai reçu. Et je sais que ça a l'air quand même... Ça paraît vraiment mal, là, le blanc. Là, je sais que c'est un sujet un peu étrange. Tu sais, ceux qui n'ont pas lu Rouclair Naturel, un roman auto-fictif qui parle de la chevelure. Puis ici, tous les essais, tous les petits textes parlent des cheveux et des poils, mais on ne se rend pas compte à quel point c'est important, la chevelure, dans notre vie.
c'est important. Tu sais, par exemple, il y a un texte d'une fille qui est une vraie rousse, puis elle fait référence au livre de Fanny qui est une fausse rousse. Et tu sais, tout le regard des gens envers ces personnes-là, parce qu'ils se font tout le temps demander, t'es une vraie rousse? Est-ce que tu sais, c'est des sujets que les autres personnes, on se fait pas demander dans notre vie. Et aussi, il y a le stéréotype qui vient avec ça, de comme, t'es rousse, tu dois être une cochonne. Tu sais, fait que les gens s'attendent. Tu sais, mais c'est fou, c'est incroyable. C'est comme tu n'as jamais rencontré cette personne-là, mais c'est ça, c'est comme ça que tu l'abordes, tu sais. Puis il y a aussi un volet culturel aussi, forcément. On parle de l'afro, on parle du mohawk. Donc, la chevelure, puis à certains moments, pour punir les femmes, on les rasait. Donc, tu sais, la chevelure, c'est super important. La page 14, je sais que vous ne l'avez pas avec vous, mais c'est ça, 14? Oui, mais ça, c'est 14. C'est une page à faire encadrer. Ça dit cheveux symbole, cheveux stigma. Les cheveux sont à l'intersection du genre, de la classe sociale, de l'origine ethnique, de la santé. Tout ce livre, toute cette page, je pense que je vais l'encadrer. Et les textes sont diversifiés. On a des points de vue différents. Est-ce qu'il y a des points de vue seulement féminins ou aussi il y a des points de vue masculins, tu sais, comme, parce que je sais que, tu sais, la calvitie, c'est comme un sujet vraiment touché aussi pour les hommes, tu sais. C'est pas 50-50, je te dirais qu'un petit peu plus féminin que masculin, mais il y a des hommes. Là. Il y a Antoine Charbonneau-Demers, qu'on connaît pour Baby Boy. Lui qui a coécrit, qui a fait la direction avec Fanny Demel, qui est Loïc Bourdeau, puis Nicolas Dawson. Je pense qu'il y a 3 hommes. Mais voilà, fait que je peux faire ça. Puis, je finis ma boucle, Sylvain, puis je retourne à toi. Parti, là, il m'a ouvert la porte. Puis, aujourd'hui, je l'ai reçu. Aujourd'hui, c'était une surprise, mais ma foi, tu sais, il y a des surprises qu'on est comme, ah, foin, mais il y a des surprises qu'on est comme, wow. Et celle-là, c'était une bonne surprise parce que j'ai reçu un essai qui est mortel sous la direction d'Alice Rivard. Et là, je viens tout juste de le commencer. J'ai lu l'introduction d'Alice Rivard, puis un texte, puis on parle de la mort. C'est un sujet, je vous dirais, moins original que parler des cheveux, puis des poils et tout ça. Mais pour l'instant, je trouve ça assez intéressant parce qu'on veut, dans l'introduction, on essaie de parler elle appelle ça la positive death, la death positive. Attendez, je vais le trouver. Oui, c'est ça. La death positive. C'est comme de revoir comme de prendre un pas de recul par rapport à comment on traite nos morts, puis pourquoi ça devrait être caché, pourquoi toutes les pleurs, est-ce qu'il y a des gens qui auraient été célébrés autrement? Donc, c'est un peu comme nous aussi de se dire, nous, à notre mort, comment on aimerait que les gens vivent cette mort-là et d'informer aussi les gens de nos désirs lorsqu'on va être mort. C'est comme, vu que la vie, c'est la finalité, donc ça fait partie du processus. Donc, en tout cas, je ne suis pas rendue très loin, mais je trouve ça intéressant. Puis, il y a des autrices qui ont écrit dans Capillaire qui sont là-dedans aussi, Madula Kebe-Camara, que j'ai trouvé super intéressante, et qui est peut-être pas fondatrice, mais qui fait partie de la maison d'édition. Je l'avais dans ma tête. J'ai diverses. Peut-être. Diverses. Oui, exactement. Diverses syllabes. Donc, voilà, j'ai fini mon topo. Tu peux retourner à toi, Sylvain. Mais le dernier livre dont tu as parlé, je vais me le procurer, c'est sûr aussi. Non seulement la mort est un sujet qui me touche, mais aussi il y a une carte de tarot sur la couverture. Donc, c'est sûr que ça me parle de toutes les façons. Mais le dernier livre que je voulais, dont je voulais parler, c'est que ça vient de sortir. C'est super beau. C'est chez ta mère. C'est Wollstonecraft de Sarah Bertium. C'est une pièce de théâtre sur Mary Shelley et Frankenstein. C'est féministe, c'est du théâtre. Je ne sais pas c'est quoi. Mais les éditions de ta mère, en général, c'est... J'ai jamais été déçu. J'ai pas tout lu, là. J'ai pas tout lu, mais j'ai jamais été déçu par les éditions de ta mère. Puis c'est ça. Ben, Frankenstein, c'est un de mes nombreux livres préférés.
Puis c'est féministe, puis hein, il y a comme un paquet d'affaires qui rentrent là-dedans. Puis je sais pas quelle saveur a le gâteau une fois qu'il est cuit, mais je suis curieux, je suis curieux. Excellent. Je ne l'ai pas nommé, mais ouais, ça, c'est le titre qu'on ne sait jamais comment dire. Wow, Wollstonecraft. C'était le nom de la mère Ouais. de Mary Shelley, il me semble. Hein? Oui. Et Moi, Maps, est-ce vois- que tu me permets, je voulais faire un lien avec ce que tu disais sur les cheveux dans le capillaire, mais là, tu étais comme sur une lancée, puis là, je l'ai laissé, c'est là aussi, il fallait qu'il termine. Mais je trouvais ça intéressant ce que tu disais à propos de l'importance des cheveux dans la vie. Puis ça s'en va dans un autre registre complètement, mais moi, j'avais lu la BD Bouée de Catherine Lepage. Puis les cheveux là-dedans étaient un personnage en soi. Puis je trouvais que ça répondait un peu à ce que tu disais, mais c'était plus humoristique, mais effectivement, on voyait l'évolution du personnage à travers ses cheveux. Fait que je me suis dit peut-être si t'aimes les histoires de cheveux. Pour vrai, j'avais jamais réfléchi à ça avant de lire Capillaire. J'ai lu Rouclair naturel, mais je l'ai lu un peu comme, ça c'est son histoire à elle. Puis ça, un peu comme on lit des livres, puis on fait pas nécessairement de lien avec nous. Mais en lisant tous ces textes-là sur les cheveux, puis les poils, mais ça me fait réfléchir aussi à ma propre relation avec mes cheveux. Moi, j'avais 11 ans, puis j'avais les cheveux roux avec les 2 bandes blondes comme la fille de Mixmania, Donc, c'est l'identité qui passe par là. Puis après ça, j'ai eu les cheveux roux, j'ai eu les cheveux noirs, j'ai eu Moi, une j'aimerais ça permanente avoir une photo de ça, s'il vous plaît. De quoi? Ben, toi, avec les cheveux de la fille de Mixmania. Ah ouais, elle est pas loin, je l'avais ressortie récemment, justement, je ne sais plus c'était quoi l'occasion. Fait que, tu sais, comme j'ai eu une permanente juste sur ma chaîne, là, tu sais, ça fait presque 7 ans quand je l'ai au début, je me rappelle! j'ai eu plein de coupes de cheveux. J'ai eu la coupe, genre mes cheveux poussent, puis il me reste un fond permanente. C'est magnifique, là, tu sais. Puis encore aujourd'hui, tu sais, il me reste des petits bouts de blond que j'essaie de faire disparaître. Fait que, tu sais, comme, je sais pas, vous, est-ce que vous avez eu une relation particulière avec vos cheveux, toi, Jessica? Ah bah oui. Oui, forcément, en tant que femme noire, oui, oui. Mais là, je les porte naturels depuis 4 ans. Mais avant, ils étaient permanentés, donc du coup, ils étaient tout lisses. Je les utilise pendant une dizaine d'années. Puis je trouvais ça beau à l'époque. Et puis après, en fait, c'est quand même des produits qui sont hyper agressifs, qui sont absolument pas bons pour la santé, ceux qu'on met dans ceux qui nous permettent de lisser nos cheveux. Donc j'ai arrêté, puis j'ai appris à aimer mon cheveu naturel, surtout, puisque c'est vraiment compliqué quand à la télé, on voit tout le monde avec des cheveux lisses, les filles qui mettent leurs cheveux derrière les oreilles, les coiffures qu'on peut se faire et que nous, on ne peut absolument pas faire avec des cheveux crépus. Donc oui, il y a une histoire, en tout cas, il y a une histoire pour moi, puis j'aime pas du tout les cheveux longs. Je les préfère courts, et ça aussi, c'était une étape de me dire je vais porter mes cheveux courts et parce que je les aime comme ça et je m'en fous de ce que les gens peuvent penser, de ce que ça peut signifier. Donc et puis comme toi, j'ai des couleurs aussi. Ouais, je les ai eu blonds, je les ai eu roux, je les ai eu rouilles. J'ai eu des couleurs aussi. Il y a un texte qui fait écho justement à ce que tu dis dans Capillaire. Je ne sais pas si c'est celui de Madioula, mais qui parle justement là, de lorsque tu vois la représentation des cheveux lisses. Donc, elle disait à la fin de son texte qu'elle a appris à aimer ses boucles, tu sais, puis à vivre en paix avec son cheveu crépus au lieu de comme toujours vouloir le détruire puis le dompter. Là. Donc, c'est toute une histoire, effectivement. Toi, Daphné, tes cheveux? Ben là, moi, je n'ai pas les cheveux crépus, mais j'ai les cheveux bouclés. Puis effectivement, là, je suis dans le processus, moi, de vivre avec mon cheveu qui a sa boucle naturelle depuis peut-être 1 an, que je les étire plus. Mais l'envie me reprend fréquemment. Je ne le fais pas pour l'instant, mais on dirait que, tu sais, on nous projette, depuis que je suis toute petite, moi, les cheveux, ce qui est beau, c'est les cheveux lisses, c'est les cheveux droits.
avec des belles boucles, mais tu sais, faites au fer, là, pas des vraies boucles un peu tout croche, tu sais, que tu as dormi dessus puis qui sont rendus un peu n'importe comment, là, comme moi ce soir. Mais c'est ça qu'on nous projette. Fait que, tu sais, on intériorise un peu, je pense, là, ce qui est beau, puis après ça, c'est difficile de se dire non, je reste dans ce qui est naturel pour moi. Ouais. C'est un processus, mais ouais. Puis toi, Sylvain, sur la photo que j'ai de toi, que je mets partout, c'est un Sylvain à cheveux courts. Ouais. Ouais, moi, je me suis beaucoup cherché. J'ai été blond, j'ai eu les cheveux noirs, je me suis beaucoup cherché. Mais j'aime beaucoup. Ah, écoute, c'est un sujet sensible, là. Je m'attendais On peut pas. passer à autre chose, si tu veux. Non, ça me fait plaisir C'est d'en bouclé, parler, là. mais je risque d'en dire beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours aimé les hommes qui avaient les cheveux longs, puis à un moment donné, je me suis dit, ben, je pourrais être cet homme qui a les cheveux longs. Et ce qui me dérangeait, en fait, c'est que depuis l'adolescence, là, ça n'a pas du tout changé. J'ai toujours eu cette racine de cheveux qui est très haute là, sur le crâne. Donc, c'est ça. Là, maintenant que j'avance en âge, j'ai l'air de perdre mes cheveux, mais j'ai toujours eu cette ligne-là aussi profonde. Puis là, ben, je vois sur les médias sociaux plein d'hommes qui se font faire une nouvelle ligne de cheveux. Puis je me dis, je pourrais garrocher une coupe de mille là-dessus, puis enfin avoir la ligne de cheveux que je veux. Mais en même temps, mes cheveux, c'est un peu une démission, moi. La chose que je déteste le plus au monde, c'est d'aller chez le coiffeur. Je déteste ça. Je suis pas à l'aise. Je sais pas quoi dire. C'est trop long pour que... Mais parle-y pas, c'est pas grave. Mais c'est long, puis j'aime pas ça. Puis elle est comme dans ma bulle. Puis en tout cas, Ouais. c'est pas quelque chose que je trouve agréable. Donc, en 2014, je les ai rasés. C'était la dernière fois que j'allais chez la coiffeuse. Donc, ça va faire 10 ans. Ça va faire 10 ans que j'ai pas vu de coiffeuse. Évidemment, je me coupe les bouts, là. Puis c'est ça. Ça a l'air de qu'est-ce que ça a l'air. Puis le 3/4 du temps, je les attache de toute façon. Fait que c'est ça, là. Mais j'ai laissé aller. J'ai laissé aller. C'est drôle, hein? Ça me dérange d'aller chez la coiffeuse pendant une vingtaine de minutes. Ça me gosse, mais je viens juste de dire que je paierais des milliers de dollars pour me faire faire ma ligne de cheveux que je veux, tu sais. Fait que je suis un être complexe. Je pense que les cheveux, c'est un sujet sensible, là, clairement. Oui, puis en tout cas, fait que, on revient, on va boucler avec capillaire, mais je pense que ça touche tout le monde d'une façon ou d'une autre. Tu sais. Je pense que tout le monde a cette relation-là avec sa chevelure qu'on porte et qu'on n'a pas choisi, hein, qu'on peut modifier un peu, mais à la limite de ce qu'elle est. Donc, je vois le temps filer, puis habituellement, j'essaie de rester dans 1 heure. Il y a des petits commentaires de Karine qui nous dit qu'elle est jalouse de ce que Sylvain t'a acheté, Wool of Craft. Ouais, ça ne marche pas plus dans ma bouche non plus. Et elle est très fière parce que pendant 10 minutes, elle n'a rien dit. Julien qui nous fait souvenir de la chanson de Mixmania. Vous allez... Je ne vais pas vous chanter ça pour vous. Tu t'en vas, c'est bien fait pour moi. OK. Et. Comme ça, j'en ai plein les bras. Oh mon Dieu, quelle belle nostalgie. Donc, je pense qu'on va terminer comme ça, à moins que j'ai oublié quelque chose ou vous vouliez rajouter un petit plus. Non? Excellent. Alors, merci à mes 3 compagnons pour la soirée d'avoir été avec moi, Sylvain, Daphné et Jessica. Merci à ceux qui ont été avec nous en commentaire et ceux qui nous ont regardés en live et ceux qui nous regarderont dans le futur. Puis, ben, on se dit au mois prochain. Et la dernière fois, j'ai oublié de vous dire la date, mais ils sont déjà prévus. Fait que vous pouvez mettre ça dans votre calendrier, là. Ça va être le 11 octobre, un mercredi. Et sur ça, ben, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde et merci d'avoir été avec nous. Bye bye! À la prochaine!